En 2019, l'Espagne était le deuxième pays le plus visité au monde. Un incroyable nombre de 83,7 millions de touristes ont visité le pays, cherchant à s'imprégner de sa culture vibrante, à admirer ses beaux paysages et à se détendre sur l'une de ses nombreuses plages pittoresques. En tant que touriste en Espagne, on ressent certainement une tranquillité d'esprit. Ces taux de criminalité sont relativement bas par rapport à d'autres pays européens, ce qui donne souvent l'impression d'un environnement sûr. Comme chaque pays, cependant, l'Espagne a son côté sombre. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons explorer ce côté même en mettant en lumière 3 mystères glaçants de l'Espagne. Manuela Bujefa et Virginia Espejo. Le 23 avril 1992, Virginia Espejo, âgée de 14 ans, a demandé de l'argent à sa mère, qu'elle comptait utiliser pour acheter un gâteau d'anniversaire pour une fête à laquelle elle assistait plus tard dans l'après-midi. Toutefois, Virginia n'a jamais participé à la fête d'anniversaire qu'elle avait mentionnée à sa mère. Au lieu de cela, elle a rencontré l'une de ses amies les plus proches, Manuela Bujefa, âgée de 13 ans, et les deux ont pris le train pour Reynosa, à environ 18 miles de leur ville natale. Elles avaient prévu de visiter une boîte de nuit et avaient pris soin de cacher ce fait à leurs parents. Elles avaient invité une troisième amie à les rejoindre, mais elle avait refusé, préférant rester à la maison. Vers 21h, Virginia et Muela ont quitté le club et ont commencé à rentrer chez elles. Les enquêteurs pensent que les deux filles avaient décidé de faire de l'autostop après avoir découvert qu'aucun train de retour ne circulait à cette heure de la nuit. Elles ont été vues pour la dernière fois par un témoin qui était en fait un résident de leur ville natale et qui n'a pas pu leur offrir un trajet car sa voiture était pleine. Elle a dit aux enquêteurs qu'elle avait vu les deux filles monter dans un véhicule blanc, décrit comme une SEAT 127 avec une plaque d'immatriculation de Valladolid près de la rue principale de la ville. On n'a plus jamais vu Manuela et Virginia, mais il n'y avait aucune indication que les deux avaient prévu de s'enfuir. Elles avaient très peu d'argent sur elles et ne portèrent que les vêtements qu'elles avaient sur le dos. Rien ne manquait dans leur chambre. Au fur et à mesure que les heures passaient et que les filles ne rentrèrent pas à la maison, leurs familles se sont rendues à la garde civile, mais ont rencontré une certaine résistance de la part des agents. En 1992, les protocoles pour les enfants disparus n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. On a dit aux familles de Manuela et Virginia qu'elles devraient attendre 48 heures avant qu'une recherche puisse être lancée. Cela amènera plus tard les gardes civils à recevoir des critiques et des réactions négatives, car on comprend que les premières 24 heures après la disparition d'un individu sont les plus vitales. La sœur de Virginia se souvient qu'un agent lui a dit « Elles sont allées à une fête. Elles reviendront quand elles le voudront ». Au début des années 1990, un journaliste espagnol nommé Paco Lobartin a présenté le programme de service public « Qui sait où ?», qui est similaire au programme Crime Watch de la British Broadcasting Corporation au Royaume-Uni. Les téléspectateurs pouvaient appeler l'émission avec des conseils et des informations sur des affaires non résolues, Qui sait où, se concentrant spécifiquement sur les cas de personnes disparues. L'émission a diffusé un épisode sur Manuela et Virginia et a reçu des dizaines d'appels en conséquence. Des allégations de témoignages ont placé les filles partout en Espagne, tandis que d'autres appelants semblaient être des canulars cruels, malades, qui disaient qu'ils feraient du mal aux filles et que leurs parents ne les reverraient jamais vivantes. Des membres de la famille ont voyagé jusqu'en Asturie pour voir s'ils pouvaient retrouver leurs proches disparus, mais ont plutôt rencontré des jeunes filles qui ressemblaient au duo. Aucune trace des véritables Manuela et Virginia n'a jamais été trouvée. En octobre 1994, un groupe d'amis se promenait près du Reka. Arda Reservoir, à environ 40 km de l'endroit où les filles ont été vues pour la dernière fois, ont trouvé 2 crânes. 2 membres du groupe étaient des écrivains pour un journal qui a publié leur découverte sans analyse ni avertissement préalable aux familles, affirmant que les crânes pourraient éventuellement appartenir aux 2 filles disparues. L'indice, après tout cela, s'est avéré être une impasse. Les crânes n'appartenaient pas à Manuela et Virginia. Ils étaient trop vieux. On pense qu'ils remontent aux années 1930. 3 ans plus tard, en 1997, un témoin a affirmé que les filles étaient à Madrid avec ce qu'il a décrit comme une communauté punk. Il a prétendu que Manuela avait coupé ses cheveux courts et les avait teints en bleu avec une petite section blanche. Les enquêteurs ont rassemblé des images composites des filles et de leur possible apparence en 1997, mais lorsqu'ils ont finalement localisé les femmes décrites par le témoin, il s'est avéré qu'elles n'étaient pas, en réalité, Manuela et Virginia. En 2001, 2 autres crânes ont été découverts, mais il a été déterminé qu'ils appartenaient à des victimes de la guerre civile.
De plus, en 2018, une mâchoire humaine a été trouvée dans un réservoir en Cantabrie, mais elle n'appartenait pas aux filles disparues. Puis en 2021, un nouvel espoir est apparu pour les familles de Manuela et Virginia, lorsqu'une femme a appelé dans une émission de télévision sur les affaires non résolues pour leur dire qu'un an avant la disparition des filles, elle et une de ses amies avaient subi une tentative d'enlèvement. Après avoir alerté l'émission de télévision, la femme a fait une déclaration à la garde civile, ce qui a conduit à l'ouverture d'une nouvelle ligne d'enquête. La femme et son amie avaient lutté avec le conducteur, ce qui l'a fait dévier sur le côté de la route. Elle et son amie ont alors saisi l'occasion pour s'enfuir. Les détails de l'affaire étaient effroyablement similaires à ceux de Manuela et Virginia. Les deux femmes faisaient de l'autostop et avaient été prises en charge par quelqu'un dans une SEAT 127 blanche. Encore plus encourageant, le témoin a pu identifier l'homme conduisant le véhicule et il est devenu un suspect dans l'affaire. Il avait un casier judiciaire qui comprenait 4 arrestations pour tentative d'agression sexuelle. Un autre suspect a émergé à cette époque, mais aucune photo de lui de 1992 n'a été obtenue par la police. On le décrit comme ayant été un jeune homme en 1992 âgé entre 20 et 25 ans. Les enquêteurs ont noté qu'il avait quitté temporairement le pays en août de cette année-là. Ce suspect aurait donné des versions contradictoires aux forces de l'ordre car il a d'abord nié connaître les filles, puis a déclaré lors d'un entretien ultérieur avec la garde civile qu'un ami les lui avait présentées au club. Il a ensuite ajouté qu'il n'avait plus jamais revu les filles après les brèves présentations qui avaient été faites. Au fil des années, plusieurs allégations ont été faites selon lesquelles les restes de Manuela et Virginia se trouvent dans la mine de Fontoria. Un individu anonyme a alerté la police très tôt dans l'enquête. Et bien que leur corps n'ait pas été récupéré à l'époque, il a été noté qu'une épaisse couche de boue empêchait les forces de l'ordre de voir le fond. De plus, la grotte de Servetus à proximité n'a pas non plus été fouillée. Bien qu'en 1993, la garde civile ait signalé que ce serait un endroit idéal pour cacher des corps. En 2021, l'affaire a été rouverte par la garde civile, mais Manuela et Virginia et leur famille n'ont toujours pas reçu justice. Homme de Somiedo. Le 11 janvier 2015, un groupe de randonneurs marchant sur la route AS 227 à moins d'1 kilomètre de la ville de Puerto de Somiedo a découvert le corps d'un homme mort dans les sous-bois à proximité. Les enquêteurs sont rapidement arrivés sur les lieux et ont trouvé le corps enveloppé dans une couverture, manquant une jambe et sans vêtements. Au premier coup d'œil, il y avait des indications qu'il avait été pris en charge pendant ces dernières années. Ses cheveux avaient été peignés, sa barbe avait été taillée et il était propre avec une peau claire. La jambe manquante de l'individu a rendu la tâche des enquêteurs confuse. Au début, ils soupçonnaient que la fin de John Doe avait été violente. Cependant, il a été déterminé plus tard lors de l'autopsie que la jambe de l'homme avait probablement disparu à cause des animaux charognards. La couverture avec laquelle il a été trouvé a été analysée et il a été jugé qu'elle avait été fabriquée dans les années 1950, vendue par seulement 2 magasins dans tout le pays. Toutefois, l'absence de conservation des registres de reçus a empêché les autorités de retracer l'acheteur. John Doe est décrit comme extrêmement petit, ne mesurant que 4 pieds 5. Il avait une barbe et avait probablement entre 45 et 60 ans. Son corps semblait dangereusement maigre, un enquêteur notant qu'il ressemblait à l'un des corps de l'Holocauste. Il ne pesait que 35 kg. Ses membres et ses doigts étaient décrits comme étant disproportionnellement longs, tandis que sa tête était anormalement petite. Il souffrait également de pectus carinatum ou poitrine de pigeon, une déformation où la surcroissance du cartilage entre les côtes et le sternum fait saillir la poitrine de manière inhabituelle. De plus, le dos supérieur de John Doe était voûté. Il y a eu brièvement des spéculations selon lesquelles l'homme souffrait du syndrome de Marfan, un trouble génétique entraînant une colonne vertébrale anormalement courbée, des articulations incroyablement flexibles et des bras, jambes, doigts et orteils longs. Les personnes atteintes sont souvent grandes et minces, et des complications avec le cœur et l'aorte peuvent découler de cette condition. Toutefois, du fait de la petite taille exceptionnelle de John Doe, ils ont supposé que sa croissance avait été freinée par une malnutrition persistante. L'autopsie a montré que la nutrition de John Doe avait été satisfaisante. Il n'était pas mal nourri comme on l'avait théorisé à l'origine.
Il a également été déterminé de manière concrète par des tests acides désoxyribonucléiques qu'il n'avait pas le syndrome de Marfan, mais souffrait du syndrome de la cocaïne, une maladie génétique rare présentant souvent des troubles de la croissance. Déficits intellectuels, difficultés neuromotrices et une vision et une audition altérées. Les enfants atteints de cette condition ont généralement l'air plus âgés qu'ils ne le sont et n'atteignent souvent pas l'âge de 12 ans. Plusieurs variantes du syndrome de la cocaïne existent. Certains adultes vivent jusqu'à leur vingtaine ou même leur trentaine, tandis que d'autres, avec une version plus douce et plus lente de la condition, peuvent vivre jusqu'à leur quarantaine et cinquantaine. L'apparence étrange de John Doe a maintenant du sens avec ses caractéristiques étranges qui correspondent au diagnostic. Sa cause de décès a été établie comme étant une crise cardiaque. Ce n'est pas rare chez ceux qui ont cette condition car elle peut affecter le cœur et l'aorte. La rareté de la condition de John Doe a amené les enquêteurs à croire qu'ils ne mettraient pas longtemps à clore l'affaire, mais ils se trompaient. Ils ont visité Puerto de Somiedo, proche du lieu de découverte du corps, sans trouver d'indices sur son identité. Les recherches plus loin n'ont pas non plus donné de réponse, même pas dans les hôpitaux et les logements. Puis, les détectives ont consulté les registres de naissance et interrogé gynécologues et sages-femmes susceptibles d'avoir accouché le bébé, sans obtenir de nouvelles pistes. Ils ont ensuite tenté de chercher des femmes qui auraient pu travailler comme sages-femmes rurales non licenciées autour de son heure de naissance estimée, mais n'ont rien trouvé. Une autre impasse est survenue lorsqu'ils ont contacté des entreprises de construction à la recherche de constructeurs qui auraient pu créer un espace de sous-sol ou un faux mur vers une autre pièce à l'intérieur d'une maison. La police a commencé à élaborer quelques théories en l'absence de réponse. Ils soupçonnaient que John Doe venait d'un endroit beaucoup plus éloigné que Somiedo, ou qu'il avait été caché par sa famille, peut-être par honte ou par peur du jugement, et que personne ne connaissait son existence parce qu'il avait été enfermé pendant la majeure partie de sa vie, soigné mais non reconnu par ceux en dehors de la famille. Comme il est probablement né entre 1955 et 1970, il a également été supposé qu'il était né d'une mère célibataire. Le gouvernement espagnol était encore profondément religieux à l'époque, et une mère célibataire aurait été accueillie avec désapprobation et difficulté. Si la mère de John Doe avait été célibataire au moment de sa naissance, elle a probablement caché sa grossesse à tout le monde et a accouché seule ou avec quelqu'un en qui elle avait confiance. Pour éviter les conflits ou les réactions négatives de la communauté, elle a probablement gardé l'enfant caché. Les enquêteurs ont supposé que John Doe avait été abandonné à un endroit facilement repérable. S'il avait été laissé plus bas sur la pente, son corps aurait probablement été recouvert de neige et n'aurait jamais été retrouvé. Les autorités croient que quiconque avait pris soin de John Doe voulait qu'il ait un enterrement convenable. Il a été enterré avec une pierre tombale vierge dans un cimetière local. Bien que son acide désoxyribonucléique ait été entré dans plusieurs bases de données, dont certaines sont internationales, la véritable identité de l'homme de Somiedo reste un mystère. Marlene Rodriguez. À Majorque, le 2 décembre 2013, Marlene Rodriguez, 15 ans, s'est réveillée à 6 heures du matin et a commencé à effectuer sa routine matinale habituelle. Elle s'est préparée à déjeuner puis est allée à l'école. Quand la journée a été finie, elle a sauté dans un bus pour rentrer chez elle avant de réaliser qu'elle avait laissé ses clés dans la maison. Comme son père était au travail et son frère sortis, elle est descendue du bus et a appelé son petit ami, Daniel, 17 ans, lui demandant si elle pouvait venir déjeuner avec lui. Ses parents ont donné leur accord au couple, et elle a laissé un message sur la messagerie vocale de son père, lui faisant savoir où elle était. Ensuite, Marlene a pris son skateboard pour aller chez Daniel. Elle était à environ 2,5 miles de chez lui, et de nombreux témoins l'ont placée sur la piste cyclable ce jour-là. La vidéosurveillance l'a montrée à 15h51 en train de faire du skateboard en direction du village de Sonfara. 300 mètres devant elle, à une station-service, se trouvait une autre caméra de vidéosurveillance toujours sur l'itinéraire de Marlene. Mais la jeune fille de 15 ans ne l'a jamais dépassée. Elle a disparu dans la section de la piste cyclable entre les deux caméras. Quand Marlene n'est pas arrivé chez Daniel, lui et ses parents ont commencé à s'inquiéter. Un rapport sur des disparitions a été déposé bientôt. Comme dans le cas de Manuela et Virginia cependant, les enquêteurs semblaient ignorer les préoccupations des proches de l'adolescent de 15 ans. Ils pensaient qu'elle était une adolescente fugueuse et ont refusé de commencer à la chercher jusqu'à ce que 48 heures se soient écoulées. En commençant leur enquête, ils ont découvert que la batterie du téléphone portable était épuisée, rendant impossible la localisation par ce moyen. L'examen des images de la télévision en circuit fermé de la station-service, que Marlene aurait dû passer mais ne l'a pas fait,
a en outre révélé que le frère cadet de l'adolescente faisait du vélo à proximité. En fait, les deux auraient dû se croiser car ils roulaient dans des directions opposées, mais cela ne s'est jamais produit. Son frère, Bruno, ne l'a jamais vu. Au cours des semaines suivantes, les autorités ont fouillé les zones boisées à la recherche de Marlon, en mobilisant des experts en sauvetage montagnard, la garde civile, la police locale et les pompiers. Les falaises côtières voisines ont été vérifiées et des plongeurs ont exploré les lacs d'un terrain de golf voisin. Aucun signe du jeune de 15 ans n'a été découvert. Les théories des forces de l'ordre sur ce qui est arrivé à Marlon semblaient se diviser en deux camps. Le camp qui pense qu'elle a fui la maison et le camp qui croit qu'elle a été victime d'un acte criminel. Selon tous les contes, Marlon avait auparavant vécu une vie très troublée. Originaire d'Argentine, elle, son frère et ses parents ont déménagé à Majorque lorsque Marlon avait 5 ans. Elle était décrite comme extravertie et indépendante, et était une passionnée de musique rock qui espérait aller à l'école d'art et rêvait un jour d'ouvrir son propre studio de tatouage. Toutefois, sa vie de famille était grandement perturbée. Lorsque ses parents ont divorcé en 2006, seulement 3 ans après le déménagement en Espagne, Marlène et Bruno ont commencé à vivre avec leur père. On dit que la relation de Marlène avec sa mère était difficile, mais elle n'était pas mieux avec son père, qui était parfois physiquement abusif. Marlène a commencé à expérimenter des drogues à un moment donné. Quand elle n'avait que 13 ans, son père, Alfonso, l'a découverte déshabillée dans le lit avec un garçon, et il l'a battue de manière horrible au point qu'elle a dû être hospitalisée. Quelques années après, elle a cessé de consommer des drogues, a commencé à prendre soin d'elle-même et a finalement rencontré Daniel, un musicien en herbe, avec qui elle a commencé une relation. Daniel a dit aux enquêteurs que dans les jours précédant sa disparition, Marlon avait souvent été vu en train de pleurer et avait pris rendez-vous avec le conseiller scolaire le lendemain. Ses amis ont confirmé ces déclarations. Cela a conduit à des spéculations qu'elle était si perturbée qu'elle a choisi de tout abandonner. Cependant, les enquêteurs qui pensaient qu'elle avait été victime d'un acte criminel ont tiré cette conclusion à partir d'informations indiquant que son père faisait affaire avec des personnes faisant partie du crime organisé. Le fils d'un trafiquant de drogue qu'il connaissait a offert 3 500 € en échange des informations sur la localisation de Marlon, mais cela n'a donné aucun résultat. Il y a certaines allégations en ligne selon lesquelles l'homme qui a offert la récompense a commencé à prendre ses distances avec Alfonso par la suite. Sa mère, Natalia, était en voyage en Thaïlande au moment de la disparition de sa fille. Au fil des années, elle a exprimé à plusieurs reprises sa déception et sa frustration envers la garde civile pour son incapacité à trouver des réponses dans cette affaire. Elle a noté que bien que sa fille était têtue, elle était aussi mature. Elle croit que Marlon a été enlevé par quelqu'un qu'elle connaissait. Des décennies après la disparition de Marlon, aucune trace d'elle n'a été découverte. Au moment de sa disparition, Marlon Rodriguez, 15 ans, portait des baskets rouges, un jean déchiré et une chemise à carreaux avec un t-shirt en dessous. Elle portait également une veste en jean. Quand elle a disparu, elle pesait 55 kg et mesurait 1,60 m. Elle est décrite comme ayant de longs cheveux bruns bouclés et des yeux marrons. Si vous avez des informations sur la disparition de Marlon, vous pouvez appeler le groupe local de personnes disparues au plus 34 642 650 775 et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et je vous verrai la prochaine fois.